la Creepy Story. Nous allons commencer par une histoire qui s'est passée, il me semble, aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Qui s'est passée aux États-Unis, même c'est même sûr d'ailleurs. Donc nous sommes le 18 mai 1927, donc ça remonte un petit peu. Et Andrew Kehoe, je crois que ça se prononce comme ça, est un fermier âgé de 55 ans, mais également aussi le gardien. Donc Andrew est gardien d'une école. Et il va faire un choix qui mettra un terme à sa vie et à la vie de beaucoup de gens, c'est de faire exploser l'école. L'explosion tuera au total 45 personnes, dont 38 enfants, qui étaient âgés de 6 à 12 ans. Pour vous dire l'impact que ça a pu avoir. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui lui a pris ? Visiblement, c'est un homme qui avait l'air plus ou moins normal, en plus gardien d'école, en plus d'avoir une ferme, enfin voilà, plus ou moins aucune raison de vriller du jour au lendemain, clairement. Salut Pacto, comment vas-tu ? Et la raison de cet acte, et c'est ça que je trouve un peu cocasse, c'est qu'il en avait marre de payer trop d'impôts pour financer les établissements scolaires. En fait, il trouvait ça inadmissible que son argent parte dans le financement d'établissements scolaires. Maintenant, je vais vous expliquer comment il a réussi à manigancer ça sans que personne ne voit rien, puisque je le rappelle quand même, dans une école, il y a les enseignants, il y a un directeur, il y a les enfants, quand même. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déposer 200 kilos de dynamite dans le sous-sol de l'école. Et évidemment, en tant que gardien, c'était le seul à avoir les clés. Les professeurs n'avaient aucune raison d'aller au sous-sol, ni la directrice, ni personne d'ailleurs. Donc c'était le seul à avoir les clés. Avant de déclencher le détonateur de l'école, et donc de créer l'explosion, il fera exploser sa ferme. Pareil, à l'aide d'une centaine de kilos d'explosifs. Et on y retrouvera, après le massacre, le corps de sa femme, Nellie, qui a été brûlée dans une charrette près de la maison, avec le crâne broyé et une jambe coupée. Donc, très clairement, l'homme s'est dit que quitte à créer un massacre, il emmènera tout le monde avec lui. Tous les animaux de la ferme sont retrouvés aussi calcinés. Donc il a tué absolument tous ces animaux. Et donc après l'explosion de l'école, il se suicidera en se faisant lui aussi exploser dans sa voiture. Sur les lieux du drame où il y a eu de la ferme, où il y a eu du coup le corps des animaux et de sa femme retrouvés, il a laissé une petite pancarte avec un mot qu'il avait écrit lui-même en disant « On ne naît pas criminel, on le devient ». Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit, mais il avait au moins un peu de réflexion sur ce niveau-là. Du coup, il y aura quand même une enquête qui sera faite au départ, puisqu'ils n'ont pas le motif tout de suite de pourquoi il a fait autant des horreurs. Et ils vont découvrir que pour Andrew, en fait, l'école symbolisait l'échec de la politique de la ville. Et il jugeait l'école responsable de ses dettes, de son endettement personnel, au point que ça devient une obsession et que ça le fit basculer dans la folie, très clairement. Hein. Il fut enterré, du coup, de façon anonyme dans un cimetière près de Bath, je pense que ça se dit comme ça. Et du coup, les enterrements des victimes se feront pendant une semaine, puisque je rappelle, il y a plusieurs enfants, il y a le corps de sa femme, et des adultes aussi de l'école. Et il y aura même, pendant une seule journée, au total 18 cérémonies d'enterrement. Je vous laisse deviner l'ambiance qu'il devait y avoir dans cette ville cette journée-là.
Et maintenant, à l'heure actuelle, il y aurait sur le site de l'ancienne école, puisque du coup elle a été complètement détruite. Alors pas avec l'explosion, l'explosion a partiellement détruit l'école, mais elle a été complètement détruite. Un musée a été mis en hommage du coup au drame qui s'est passé. Et ce sera il est dit que c'est le massacre le plus meurtrier des États-Unis après les attaques du 11 septembre et celui d'Oklahoma City. Alors entre-temps, je pense qu'ils en ont revécu des dramatiques aussi, malheureusement. Mais ça reste un des événements qui a beaucoup marqué les États-Unis. De par l'horreur et la préméditation du truc. C'est-à-dire que il savait que dans tous les cas, s'il se faisait prendre, il aurait potentiellement peut-être pas de peine de prison, mais il passerait directement par la case départ. Donc je pense qu'il a tout bonnement décidé d'emmener tout le monde avec lui. Tout le monde dans sa folie. Sa femme, sa ferme et l'école. On passe à la seconde histoire, les gars. Je vais vous parler de Vlad III, connu pour être nommé Vlad l'Empaleur. Bon, vous vous doutez bien qu'au vu du nom, c'est pas un mec super sympa. Donc Vlad, à la base, s'appelle Vlad III Dracul et est prince de Valachie. Alors je sais pas si Maxime pourra m'éclairer sur cette région, parce que je sais pas du tout trop la notion. Non les gars, ce n'est pas Dracula. J'allais vous dire. Je ne sais pas où c'est Valachie, donc si vous avez la ref... Non, c'est pas Dracula du tout les gars. Du tout. Ouais, non, pas tout à fait. Laissez-moi finir l'histoire les gars. Alors en fait, l'histoire qui s'est passée avec Vlad, ce fameux Vlad, c'est qu'en fait, donc il est prince de Valachie et en fait son père et son frère vont être assassinés. Un complot va être organisé et donc son père et son frère vont être assassinés. Et c'est quelque chose que Vlad ne va jamais digérer. Il ne va jamais digérer et si bien que 10 ans après, il veut toujours retrouver les coupables et se venger. Il va réussir à accéder au trône princier et donc ça va lui permettre du coup de rencontrer les personnes qui ont effectué cette mutinerie d'une certaine manière. Donc il invite à un repas pour le dimanche de Pâques 1457, en 1457, dimanche de Pâques. Donc il invite les boyards, les aristocrates orthodoxes, concrètement tous ceux qui ont pris part à l'assassinat de sa famille, enfin d'une partie de sa famille. Et donc c'est pour fêter la résurrection du Christ. Donc le repas se passe bien, personne ne se doute de quoi que ce soit. Lui, Vlad se comporte tout à fait normalement, jusqu'au moment où ça va déraper. Ils vont quand même trouver Vlad un petit peu silencieux, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inquiétant? Voilà, je ne pense pas. Le prince va faire un signe, discrètement, et la salle va se retrouver encerclée par les gardes. Évidemment, les invités ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un seul coup les gardes se retrouvent à plus ou moins les menacer, etc. Et là, Vlad leur annonce qu'il va y avoir un programme aux festivités. Et il va annoncer que chaque chef de famille va devoir payer de la trahison qu'ils ont fait 10 ans auparavant envers son père et son frère, en goûtant à l'honneur, en ayant l'honneur de goûter au supplice du pal. C'est une pratique que Vlad a découverte lors de son exil en Turquie. Donc ce serait une méthode pratiquée par les Turcs. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc empaler quelqu'un, je pense que vous savez ce que c'est. C'est plus ou moins serrer une lance en partant du bas du corps, qui traverse tout le corps et qui ressort par la tête, par la bouche généralement. La technique des Turcs consiste plus ou moins à la même chose, mais là on allonge la personne sur le sol, et puis il y a un bourreau qui doit enfoncer le pieu, mais le but étant de l'enfoncer le plus lentement possible.
pour que la personne ressente petit à petit la douleur sans pour autant mourir tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une technique pour tuer rapidement, mais très clairement pour faire endurer une douleur, je suppose, atroce. Donc, voilà, le but, c'est vraiment de faire souffrir la personne et que, du coup, le pieu finisse par ressortir, soit par le thorax, soit par l'épaule ou la gorge. Voilà. Une fois que c'est fait, on plante le pieu à la verticale. Voilà. Ça fait une petite déco, hein, une petite déco un petit peu atypique, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc c'est ce qui va se passer pour tous les chefs de famille. Et là vous allez me dire d'accord, mais que va devenir les femmes et les enfants? Voilà. Et Vlad a pensé à eux aussi. Parce que vous vous doutez bien que ça fait quand même un peu long si on doit faire ça pour toute la famille, etc. Et en soi, est-ce que les femmes et les enfants sont vraiment responsables? Pas tellement. Mais ils décident qu'ils doivent payer aussi. Donc, les chefs de famille, eux, vont être empalés et exposés devant les murs de la ville. Donc, je pense que Vlad comptait faire comprendre aux gens qu'il fallait absolument pas tenter quoi que ce soit envers lui, puisqu'il n'était pas quelqu'un qui rigolait. Et donc, pour les autres membres de la famille, il va demander à des soldats d'emmener les femmes, les enfants et les vieillards dans une randonnée. Mais pas une petite randonnée de quelques kilomètres, mais très clairement une randonnée de centaines de kilomètres. Voilà, avec des sentiers escarpés, très clairement pas une randonnée, voilà, pas une petite promenade du dimanche. Si bien que les randonnées sont tellement difficiles, tellement épuisantes, que les femmes et les enfants et certains vieillards vont mourir d'épuisement. Est-ce que vous vous rendez compte de la haine que ce mec-là avait au point de faire subir des morts pareilles? Puisque je suppose pour mourir d'épuisement qu'il devait être très peu hydraté et très peu nourri aussi, à mon avis. Alors, évidemment que les randonnées avaient une fin, et il y avait quand même quelques survivants. Et Vlad a décidé que pour les plus robustes, ils allaient participer à la construction d'une forteresse. Voilà, pendant des années. Alors, ils n'ont pas le choix, hein. Je vais pas vous mentir qu'ils n'ont pas dit « Oh non, vous savez, on n'a pas très envie ». On leur a dit « Vous n'avez pas le choix ». C'est ça, ou potentiellement de passer de l'autre côté. Voilà. Et donc, par rapport à ce que vous me disiez par rapport à ça, Vlad a hérité du qualificatif, je vous lis ce qui a été écrit, hein. Vlad a hérité du qualificatif Dracule, qui veut dire dragon, car il appartenait à l'ordre du dragon qui réunissait tous les opposants à l'Empire ottoman. Il n'a absolument rien à voir avec le comte Dracula. Donc il y a eu peut-être une inspiration, mais c'était pas... Voilà, Josh, tu m'apprêchotes, mais c'est ça. Fin de cette histoire. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je suis quelqu'un moi-même de très rancunier, mais je me suis dit, ce mec-là devait vivre et dormir, manger et tout pour se venger. Et pour le coup, je trouve qu'il ne l'a clairement pas fait à moitié. Et il a beaucoup réfléchi, visiblement, pour ne pas donner une mort rapide. Et ça m'a fait rire, même si c'est pas drôle, dans le sens où je me dis, mais ce mec-là a usé... Il aurait pu tout simplement tuer ces personnes-là par vengeance. Mais il a usé d'ingéniosité, il s'est carrément inspiré d'une technique de torture qu'il a vue dans un autre pays pour les faire souffrir. Mais je pense qu'il est tout bonnement impossible d'imaginer la souffrance de se faire empaler. Je pense que vous sentez le pieu traverser tous vos organes. Ça doit être une horreur en termes de douleur, mais une horreur, je peux même pas imaginer. On passe à la troisième et dernière histoire, les gars. Là, on va repartir en Amérique, mais à l'époque des conquistadors. Je n'étais pas du tout au courant de ce fait
historique et je sais pas s'il est vrai, mais s'il est vrai, en tout cas, je pense qu'il est vrai quand même, mais s'il est vrai, il est un peu piquant. Lors de la conquête de l'Amérique, les Espagnols ont utilisé des chiens, ou plutôt des molosses, donc des bons toutous, pour chasser les Amérindiens. Parmi ces chiens, je sais pas trop si on peut appeler ça des chiens, parce qu'apparemment c'était des animaux extrêmes, enfin c'était des chiens extrêmement énormes. Il y en avait un, donc c'était un dog qui était connu au nom de Becerrillo, qu'on pourrait traduire par petit veau. Alors on pourrait se dire que c'est plutôt mignon comme nom, mais petit veau pour un chien, ça veut dire que potentiellement en termes de taille il était énorme. Et ce molosse était un chien au pelage roux et il a été dressé pour égorger les Indiens, tout simplement. Très clairement, c'était une arme de guerre de l'époque. Cette pratique d'utiliser des chiens pour tuer d'autres êtres humains, on la doit au conquistador Pizarro. Visiblement, c'est lui qui sera à l'initiative de cette technique d'attaque, technique de tuer. Et le fameux Becerrillo, donc ce fameux molosse, capturait les Indiens par le bras, en fait, avec sa mâchoire. Donc il attaquait le bras. Et si l'Indien résistait, très clairement, il lui sautait à la gorge et il l'égorgeait. Voilà. Pas de pitié, hein. Je pense que vous avez un peu l'image en tête. Et donc ce chien, il sera tué lors d'une bataille par une flèche empoisonnée. Je pense que malheureusement, il n'y avait que ça pour arrêter ce chien, parce qu'au vu de sa taille, je pense qu'il est extrêmement résistant aux blessures. Et donc quelqu'un finira lors d'une bataille finalement par arriver à bout de ce chien. Il y a eu un autre chien qui a été connu un petit peu aussi, qui s'appelait Leoncello. Donc lui, on pourrait le traduire par Petit Lion, qui était lui aussi redoutable apparemment. Donc c'était le fils, donc le chiot de Becerrillo. Chiot, c'est un peu mignon pour des animaux un peu cruels comme ça, mais c'était le chiot de Becerrillo. Et donc lui, son rôle, c'était de tuer les Indiens prisonniers dans l'isthme de Panama. Je ne sais pas trop ce que c'est, je vais pas vous mentir. Mais lui, son rôle était un peu plus calme, on va dire. Il n'a pas été... Enfin, un peu plus calme. Un peu plus discret, si on peut dire ça comme ça. Il n'était pas directement sur les champs de bataille. Le lieutenant Pizarro avait carrément mis en place, avec ses chiens, une chasse à courre des Indiens. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une chasse à courre où on chassait un cerf, des biches et des sangliers, on chassait des Indiens. On est carrément dans un autre monde. Et donc les Indiens devaient essayer d'échapper à la mâchoire, je pense, énorme de ces chiens. Ou sinon, malheureusement, il n'avait plus de gorge. Voilà. Fin de cette histoire.